On va commencer. Donc, moi je m'appelle Laurent. Je suis ni électronicien ni rien d'autre. Hein. Je suis quand même aussi un peu dans l'informatique, technicien informatique. Et puis il y a 3-4 ans de ça, je me suis dit je veux me construire un drone que je n'ai toujours pas construit. Donc je me suis intéressé, j'étais à la MJC, je suis tombé là-dessus, là, sur Michel. Et avec ça, j'ai commencé à apprendre un peu l'électronique, le truc et autres. Et entre autres, à un moment donné, une fois qu'on a fini de programmer notre Arduino, qu'on veut faire des drones, des imprimantes, il faut dessiner les pièces. Parce que toutes les pièces, on ne peut pas toutes les trouver, même s'il y a Thingiverse, il y a pas mal de sites de bibliothèques d'images qui sont là. On ne les trouve pas toutes, il faut tout dessiner. Et j'ai essayé pas mal de trucs. Alors j'ai été sur Windows, j'ai essayé tous ceux que tout le monde connaît. SolidWorks, AutoCAD 3D et autres. Et j'ai énormément de mal avec les logiciels compliqués. D'ailleurs, j'ai énormément eu de mal à faire un sliders parce que pour moi, il y a plein de boutons. Les boutons, moi, ça ne me parle pas. Qu'est-ce que veut dire la touche T, la touche truc? Pourquoi là c'est une image et que là c'est autre chose? Alors pourtant ça représente une image. Pour moi, tout pareil. Donc il a fallu que je là et tous les logiciels 3D que j'ai trouvés étaient tous sur le même modèle avec plein de boutons. C'est-à-dire que juste pour avoir le droit d'allumer le logiciel et de faire son premier carré, il nous faut 2-3 heures si on veut un carré qui a la bonne taille. Hein. Et ça m'a vite gonflé. Donc au bout de 3 ordinateurs par la fenêtre et de 5 bureaux, je me suis dit on va arrêter les frais, on va passer sur un truc un peu plus simple. Et j'ai trouvé OpenSCAD. Voilà, fin du diaporama. C'est ça. Voilà, et on va passer au vrai truc. Par contre, comment on change ces écrans-là? Je crois que c'est assez vite. J'aimerais bien n'avoir qu'un seul écran pour les avoir tous avec même. Si je fais Windows P, il marche ce truc-là, il fait quoi? Est-ce qu'il va me prôner le mot d'un Claude, comme ça je regarde je vois ce que je fais. Cool. Voilà. Alors déjà, dans les logiciels à aller chercher, il n'y a pas de Windows à la maison. Parce que déjà, un logiciel qui tourne sous Windows, il n'est jamais gratuit. Il a déjà fallu payer 200 € de Windows. Donc voilà. Et j'ai trouvé ce logiciel et vous avez l'interface qui est complète là. Vous n'avez pas un truc qui change partout. Si on regarde donc même sous Linux, on regarde FreeCAD, pareil c'est une usine à gaz. Hein. J'ai commencé à m'y intéresser. Maintenant que je comprends à peu près de quoi il parle, c'est un peu plus facile. La liste des commandes sur OpenSCAD en fait se tient sur une page A4 et vous avez le manuel. Sur YouTube, il y a un gars qui s'appelle Rudy Ruffel, j'ai vu qu'il avait changé de nom récemment de chaîne, il s'appelle Rudy R. Il a fait 7 vidéos d'une demi-heure maximum, c'est-à-dire qu'en 3h30, on a à peu près 90% des bases Arduino. Tout le reste, ça va être là. C'est vraiment là, il prend le contre-pied de tous les autres logiciels de dessin en fait. Tous les autres logiciels, on va aller sur l'image, on va la manipuler, on va rajouter, on va manipuler, on va travailler la souris. Ici, on ne fait rien. On a 3 zones. On a la zone, celui-là on part avant le dernier, la zone où on voit l'image. C'est mieux si on a plus l'impression que c'est une image. Tu veux une souris, c'est pas facile de déplacer. Une vraie souris, ouais. Hop, on va essayer avec une vraie souris. Voilà, hop, pour qu'on ne voit pas, on fait pas. Voilà, on a l'image où on va apparaître la pièce, une console, hop, hop là, une console où on va voir ce qu'il a fait, les erreurs et autres, et la zone où on va coder sa pièce. Parce que on ne va pas dessiner, en fait, on va programmer la pièce. Donc vous avez vu ELM juste à l'instant en programmation. Arduino on fait du C++. Et là c'est un autre langage qui s'appelle OpenSCAD parce que le langage lui-même par OpenSCAD, ils ont fait une interface pour dessiner après derrière. Et on va partir de là. Donc dès qu'on va commencer notre lab, on va pouvoir programmer directement là. La zone ici ne servira jamais à manipuler la pièce, juste à la faire tourner pour vérifier qu'on puisse tourner, zoomer sur un coin ou autre. C'est juste pour visualiser ce que l'on a fait, voir si on a fait des erreurs. Et que ça correspond bien à ce qu'on veut. Voilà. C'est là où c'est vraiment le contre-pied, c'est que dès qu'on va voir
Dès qu'on est là, on n'a aucun bouton à aller chercher. On a juste, parce qu'on a quand même quelques boutons, mais les boutons c'est nouveau fichier, ouvrir un fichier, enregistrer le fichier, avancer ou annuler, donc le CTRL Z. Et ça, j'ai jamais utilisé. Désindenter ou indenter, puisque c'est du code. Visualiser, faire le vrai calcul et exporter au STL, parce que c'est un logiciel qui a été pensé directement pour le dessin 3D. Donc pareil, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder dans les structures, on peut coloriser une pièce, mais on ne va pas penser couleur. C'est pas comme Blender qui va faire de l'image 3D qu'on va faire en image, c'est vraiment juste du paramétrique, c'est-à-dire qu'on va voir la forme, et après on va pouvoir l'exporter directement en format STL, donc pour le dessin 3D. Tout ce qui est à l'intérieur d'une pièce, on s'occupe que de la surface. On parle aussi de surfacique. Et on va commencer, on va commencer par le premier là. Donc on veut faire un cube. Alors, c'est de l'anglais, mais ça reste, voilà. Et on a la première forme, on fait un cube, point virgule. On a là énormément CF5. Il aurait dû apparaître. Ici, il apparaît en tout petit. On va lui donner une petite. Hop. Et ici, on va lui dire zoom. Et on a notre cube. Le seul fait de dire cube, pas cette perspective. Le seul fait de dire cube, on a le cube qui apparaît. C'est un cube unique. C'est le cube, voilà, c'est ça. Il est à 10 mm par défaut. Derrière, on va lui donner la taille que l'on veut. Alors, si on veut toujours rester sur le cube, si on lui donne 20, je vais avoir 20 de côté. Et c'est F5 à chaque fois. C'est le seul truc qui est un peu chiant, c'est que c'est F5 pour avoir le rendu. Voilà, on va arriver et on va pouvoir faire des tailles différentes comme ça à chaque fois. Donc une fois qu'on a fait notre cube, après il y a 4 formes de base. Alors, il y a les formes en 2D, on peut faire du dessin 2D, donc, et à ce moment-là on pourra exporter en DXF, qui est le format AutoCAD, qui est devenu la norme ou le standard pour le 2D, ou en 3D. Donc à chaque fois, je vais vous parler du 3D parce que c'est quand même un peu son usage premier, mais il y aura toujours la même forme qui est derrière. Donc on va avoir le cube, la sphère, l'hybride entre les deux, le cylindre, et voilà, c'est les 3 formes. Et après on aura le polyédron, qui est où on va lui donner une forme, en formant les points, pour avoir une forme, on va dire, non mathématique. Souvent assez peu utilisée, sauf cas particulier. Donc on va partir sur des formes comme ça. Alors bien sûr, on ne veut pas faire que le cube, ça sert à faire tous les parallélogrammes. Donc on ne va pas forcément vouloir faire un cube, toujours des cubes de 20 par 20. Donc dans ce cas-là, on les met entre crochets. Et on part sur le système classique X, Y, Z. Donc ça, on va faire 20. On va faire autrement, on va faire que le premier c'est 2,6 par exemple. On ferme le crochet. Hop. Bon, après on est un peu comme dans tous les programmes, tous les langages de programmation qui se terminent qui sont basés sur C, hein, on finit par point virgule les phrases. Et là, F5, F5. Hop, là. Et il nous fait notre calcul, on va aller le chercher en zoomé. Voilà. Donc à partir de là, si on veut faire une sphère, on va partir sur une sphère. J'ai écrit comme il faut. Non. On va lui indiquer soit un diamètre, soit un rayon, comme on veut. Dans ce cas-là, on fera D pour diamètre, R pour rayon. Et c'est totalement illisible. Donc on va aller voir. Hop, il y a quand même des trucs un peu édition. On a les préférences qui sont là. Et on va les pouvoir aller hop, pour régler l'interface. Oui, sur du 9, effectivement. Hop, sur du 14, ça devrait être meilleur. Et on va valider. Voilà. Donc là, on voit mieux là. Donc le diamètre, on va lui mettre, on était parti sur les chiffres, on va mettre 5, 6. Et c'est tout pour la sphère. On va faire, si je ne me suis pas trompé, et j'ai fait une faute de frappe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis 2. Non, il y a un bécon au départ, donc ça doit être autre chose. C'est le D égale 6 qui doit pas aller. Sinon, on va pas avoir des sources.
Ah non. Voilà. J'avais avec mon grand convergé, j'avais un truc qui traînait. Oh putain, quand tu peux Voilà, on a le fer. Alors, elle n'est pas belle comme ça parce qu'elle a des grosses faces. Derrière, après, on va choisir le nombre de faces qu'on va mettre sur une courbe. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur des vieilles machines comme celle-là, dès qu'on va augmenter, c'est le truc qui coûte très très cher en processeur. C'est-à-dire que même ma grosse machine qui commence à avoir 5-6 ans, elle n'aime pas trop quand je lui fais des trucs un peu bizarres, donc on ne va pas trop monter, mais on a la fonction Fn égale 30 par exemple, et à partir de là, il recalcule avec plus de surface. Les facettes qu'on voit, ce n'est pas juste ce qui s'affiche, c'est réellement ce qui va être calculé. Ce qui est intéressant, c'est que si on part, je vais essayer là, si on part par exemple sur un cylindre, on va lui faire un diamètre de 5, est égal à 5. Là, il faut une hauteur. Hauteur est égale à 10. Je fais F5. J'ai mon cylindre. Mais si je voulais en faire la tête d'une vis à 6 pans, ben je dirais 6. Et si j'oublie F5, et je pars sur du 6 pans directement. C'est-à-dire que je ne vais pas être obligé d'aller calculer, de faire un hexagone, je fais un cylindre et je mets à... Et en 2D, on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'à la place de serre, on aura cercle, à la place de cube, on aura carré, c'est square, et l'autre forme, elle n'existe plus, puisque c'était le cylindre reste de base là. Et on a polygone à la place de polyédron. Ce qui permet de, voilà. Donc voilà, l'idée de l'OpenSCAD, c'est vraiment d'aller au plus simple, de ne pas aller se battre avec l'interface, tout est dans le code. Donc pour quelqu'un qui vient du monde de la programmation, il reste dans le même monde, il reste toujours à avoir ses lignes, à les implémenter. Autre, si vous avez l'habitude d'utiliser des éditeurs extérieurs, par exemple Atom, Sublime Text, ou tout autre que je ne connais pas. Vim pour les Vim, je ne sais pas. Il marche aussi, t'as essayé ? Il marche. Il a le bon ton de, parce que lui il n'est pas forcément fabuleux, c'est qu'on va pouvoir lui dire, hop, c'était pas là, c'est là, on peut aller lui dire d'aller chercher non c'est pas dans lui, c'est dans Arduino IDE, mais on va ouvrir chez lui et sur Vim, et on ouvre le même fichier qu'on modifie sur notre éditeur, il va le modifier automatiquement dessus. On lui dit de recharger automatiquement dès qu'il y a une modification. Voilà, recharger et aperçu automatique. Quand on fait ça, on ouvre le même fichier avec un autre éditeur, donc on ne quitte pas son environnement préféré, qu'on a tout paramétré avec l'amour. Surtout si on utilise Vim, il y a du paramétrage pour avoir de l'amour, parce que de base il est un peu brut. De base il est très brut. Bon, il y a pire, il y a VI directement, mais voilà, Vim est déjà un peu plus arrondi, on va dire. Il va permettre de rester dans son propre environnement et d'être juste le calcul, sachant que derrière, après, vous pouvez fermer toutes les fenêtres individuellement, vous pouvez les fermer, aussi bien la console que l'éditeur. Et on peut aussi, si pour ceux qui travaillent sur plusieurs écrans, c'est dans édition préférence, on va aller pouvoir aussi les éclater, un peu comme GIMP, c'est-à-dire qu'on va éclater tout, on va pouvoir le mettre en 3 fenêtres différentes. Si on veut travailler vraiment on va mettre le rendu sur un seul écran et après travailler avec son éditeur de texte et sa console, ça permet d'être très modulable. Comme il est open source, il y en a qui ont déjà commencé à lui faire des trucs un peu bizarres. Alors, je ne les ai pas essayés parce que pour moi, c'est pas le but premier, c'est d'être simple, donc rajouter des trucs. Mais il y en a certains qui ont rajouté des interfaces graphiques pour pouvoir le programmer. Donc, c'est-à-dire qu'on va appeler le module plutôt que de décrire le module cube, on va l'appeler, lui donner les paramètres. Et ça permet, pour ce que j'ai vu, c'est assez sympathique. Ça va permettre de lier à des fonctions. Parce que derrière tout ça, ce qu'on peut programmer, c'est qu'on va pouvoir le programmer avec des fonctions, avec des boucles. Alors ça par contre, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est pas non plus là, c'est juste de survoler. C'est-à-dire que si vous voulez répéter plusieurs fois la même fonction, la même forme, à différents endroits, vous allez pouvoir utiliser des fonctions. Donc vous allez répéter
la même chose. Bah, si je l'ai fait, c'est si je vais chercher le dernier truc que j'ai dessiné, justement c'était pour l'Arduino, un afficheur LED, fichier récent, voilà, celui-là, support latéral. Si il faut que je fasse ça, F5 pour le faire voir. Voilà, comme ça, voilà. Cette pièce-là, je l'ai dessinée en moins de 2 heures, je pense. En faisant la conception aussi, c'est-à-dire que j'avais l'idée de cette pièce-là, j'ai un support de LED à faire. Cette pièce-là, donc de l'idée de la faire arriver à la bonne pièce avec les bonnes cotes, il m'a fallu moins de 2 heures. Il ressemble à quoi le code alors Le code ressemble à quoi pour celui-ci? Le code, j'ai regardé tout à l'heure, il fait moins de 30 lignes. Alors il faut que je vois la cache éditeur, hop, on va le remettre. C'est pour ça que d'habitude c'est un peu plus petit, c'est que on a un petit écran. Donc en fait, il faut créer des cubes et après faire des templates voilà, c'est ça. Pour changer le code d'origine. En fait. On voit tout, voilà. Okay. On voit le. C'est impeccable, sauf que par contre j'ai vu que la chose elle avait un pointeur, c'est bien un pointeur. Si j'arrive à l'allumer, j'avais allumé, voilà. Donc on commence par lui dire qu'on veut du 180 pour avoir pas trop de facettes sur les demi-cercles. Alors cette fonction-là, on peut le mettre soit en en-tête pour que ça s'applique à tout le monde, soit le mettre par exemple en fin de ligne. On lui rajoute, en fait, on rentre par exemple le cube, on va rentrer les paramètres, on sépare les paramètres là, et quand on a toute une famille de paramètres, on les met entre crochets. Par exemple, le paramètre taille, comme c'est x, y, z, c'est toujours le même paramètre, donc on va les mettre en crochet. Après, derrière, on va pouvoir faire virgule et lui mettre d'autres paramètres. Par exemple, sur un cube, on va pouvoir lui mettre un center égale true, parce que quand on fait un cube, la base du cube, le 0.0, c'est le coin du cube. Mais on pourrait vouloir que le cube soit au centre. Donc on lui mettra un center égale true. Center, voilà. Et on peut lui rajouter, par exemple, si on lui rajoutait sur une sphère un virgule dollar fonction fn, donc $fn, ça l'appliquerait qu'à cette application-là. Et après, on va jouer. Donc ce cube-là, quand je le déplace, je déplace de 91 pour aller le mettre ici. Donc 91, tout est en millimètres. Il n'y a pas le choix de la fonction. On part sur du standard international, le millimètre, à voir de faire les choses. Derrière, on va avoir les translates pour déplacer. Le HUL, ça veut dire relier, fusionner. C'est-à-dire que si on prend deux boules côte à côte, on fait un HUL, ça va nous relier automatiquement les deux et nous calculer là. C'est souvent ça qu'il n'aime pas, surtout sur des sphères. Et derrière, on a l'intersection. Donc on a le union, ça additionne les deux, ça en fait comme si c'était une seule pièce. Et on a l'intersection qui est là, ça va être juste l'intersection de deux pièces. Si on met une boule à moitié sur un cube, par exemple ici pour avoir seulement le demi, j'ai fait un cylindre, j'ai mis un cube qui faisait que la tranche du cylindre, et il a récupéré que ce qui était à l'intersection des deux. Et on arrive sur une pièce qui est comme ça, on est sur, je crois, moins 28, 30. Voilà, on est sur 29 lignes. Pour une pièce qui est opérationnelle, qui fonctionne, qui fait le truc. Ok. Voilà, on va pouvoir travailler avec des modules. Bah, c'est des fonctions dans les autres programmes. Hein. On le décrit dans un endroit et après on le rappelle dans la fonction. On a les includes, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser à faire des bibliothèques de pièces avec des paramètres. Par exemple, on va dessiner une vis à boulon. On va le mettre dans une autre pièce avec les paramètres longueur, diamètre et elle arrivera directement en une seule ligne dans le programme principal. Ça marche exactement comme un langage de programmation pour les programmeurs qui ont l'habitude. C'est le gros avantage, c'est qu'il est totalement à l'inverse des autres, c'est ça le truc. C'est que les autres, on fait plein, on travaille directement sur l'image, et il y en a certains qui permettent de sortir du code. Mais là, on arrive sur l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on tape le code et ça nous sort une image. Après, il est entièrement libre, il y a un cycle de développement assez long. Grosso modo, il y a une version stable par an. La 2017, je crois qu'elle n'est pas encore stabilisée. C'est une toute petite équipe qui travaille dessus. Et voilà. En gros, pour faire une vis là, avec un pas de vis, les rainures et tout ça, c'est un gros code du coup. Il faut mieux y partir. Alors, sur le polyèdre carrément. Non, parce que pour ton pont de vis, tu vas faire un cylindre de ta hauteur, de ton diamètre, tu vas lui dire FN6. Donc tu passes sur ton là, ça c'est fait. Ouais. Et pour le pas de vis, je partirai comment? Moi, je partirai sur
sur un cylindre sur lequel j'ajouterai une boule que je fais glisser. Alors pas forcément une boule, tu pourrais faire si tu veux avoir la forme, tu regardes la forme d'une vis normée, hein, il y a les dessins, tu récupères ta dentition et tu vas la faire en rotate tout autour de ton cylindre et tu vas la descendre comme ça. Ah, donc tu peux faire des rotates Tu peux faire des rotates avec une fonte. Voilà. Okay. Tu peux encore utiliser des variables qui varient. Voilà. Non mais tu fais bien de préciser parce que... Voilà, non, par rapport à voir les deux épisodes précédents. Donc voilà, donc il y a là, donc tu vas pouvoir faire justement une fonction avec un for et lui dire combien de tours tu veux faire. Et à chaque fois quel décalage et tu vas faire ta vis comme ça. Voilà. Okay. Voilà. Après, si c'est un logiciel, bon, moi j'en parle une fois qu'on aura fini les 5 minutes. Une fois que ça sera fini, on peut en parler après là. Mais si vous voulez vous former en 3h30 sur YouTube avec Rudy Ruffel, vous tombez sur le truc, et c'est des vidéos qui ont 2 ans, mais ils développent tellement doucement que vous avez 80% de ce qui se fait. Et derrière, on fait des trucs super sympas. J'ai vu un truc, le gars il s'est amusé à faire un dragon chinois en entier avec toutes les écailles et tout. J'ose pas imaginer. Ouais. Donc voilà, pour une OpenScale. C'est vraiment, si vous voulez faire du 3D et que vous avez du mal avec tous les autres logiciels, c'est celui-là. Sinon après il n'y a plus d'espoir. Voilà. Il y avait d'autres questions? On a 5 minutes pour les questions là. Ah, j'ai encore 5 minutes pour les questions? Ouais. Ben, allez-y. Ou on gagne d'avance sur le suivant. Voilà, donc... Il sort sous 2 formats, donc DXF ou... Non, il sort plein de formats. Donc, on va le sortir par défaut, c'est le point SCAD, qui est un fichier de texte. C'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir avec Notepad. Voire bloc-notes de code. C'est ça. Voilà, c'est le format par défaut qui est comme ça. Après, dans les exportés, voilà tous les formats que l'on a. Donc, on a le STL qui va sortir pour de l'impression 3D. Lui, par contre, ne sait pas travailler le STL, c'est juste de l'export. On va pouvoir le sortir en DXS, vous allez dessiner en 2D pour de la découpe laser. Et les autres formats, je ne les connais pas, donc si, comme une image, il va vous le demander, je crois que c'est du PNG qu'on sort. SVG, c'est du vectoriel. Voilà. Et le FG, voilà. Donc tous les formats suivant le besoin que vous avez derrière. Alors du DXF, c'est du DXF non vectorisé, c'est du point par point. Derrière, il vaut mieux le rouvrir avec un autre logiciel qui saura faire et le réduire et le rendre un peu plus, on va dire, cohérent. C'est pas son but, mais on a LibreCAD qui fait ça très bien, qui va récupérer le DXF et qui va vous le vectoriser, il sort quelque chose de plus propre. Voilà. Et c'est que pour de l'impression 3D? Ah non, c'est du dessin paramétrique. Après, il a été pensé à l'origine justement pour des dessins 3D et autres. C'est un moyen de commencer le dessin 3D on va dire de façon simple, sans avoir à prendre la tête avec une interface comme FreeCAD ou autre, qui sont très 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 complexes. Mais après il peut faire pour autre chose. Hein, si tu veux faire du dessin, il peut te faire des animations aussi. Ouais, mais on ne peut pas exporter une animation sous forme de film. Donc c'est... Est-ce que ça doit du coup s'utiliser pour jeux vidéo, bah, si tu veux faire ça, si tu sors ton fichier, alors ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas s'il y a des formats qui sont utilisables, mais le SVG peut-être. Ah, STL, non, SVG c'est du vectoriel, le jeu vidéo, voilà. Le STL ça peut se faire. C'est la 3D industrielle, produire quelque chose d'objet à la fin. C'est pas un truc. Il y a qui doivent s'amuser à le faire, j'imagine, mais c'est pas des fins artistiques. Voilà, c'est ça. C'est pas du Blender. C'est pas du Blender qui va sortir des formes, on va dire, organiques. C'est vraiment du dessin industriel, voilà, SolidWorks ou autre. Voilà, les dessins, on va dire, pas carrés, mais mécaniques. C'est la 3D mécanique. Pour l'industrie. Après, si ton jeu vidéo, c'est utiliser par exemple un format comme le STL, tu dessines ta pièce ici, et après derrière, tu en fais ce que tu veux. Hein. Bon, disons que là, à mon avis, il n'y a pas tout ce qui est déplié, des UV, tout ça, qui vous permettrait de pouvoir placer les textures dessus, ce genre de choses. Non, il n'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait pour, donc tu vas sortir ta forme. Il faut mieux que tu fasses juste un élément, pas pour faire le jeu. Voilà, c'est ça. Ouais, mais pour faire un élément, mais après, cet élément, il faut le texturer, il faut en faire. Après, ce que tu peux faire, c'est de sortir ta forme de tonneau brute
Et tu passeras un autre logiciel qui sera là pour le texturer, pour le truc. Je crois que c'est Photofiltre qui sait faire ça maintenant, ou Photoshop, qui sait texturer des éléments déjà dessinés en 3D. Donc à ce moment-là, voilà, tu vas passer sur autre chose, c'est pas son boulot. Lui, c'est juste de créer la forme. On peut, pareil, on peut le colorer forme par forme, on peut lui donner des couleurs en RGB, toujours pareil. Sauf que là, ils ont fait un truc bizarre, c'est de 0 à 1. C'est les virgules qui sont derrière qui vont faire truc. Mais qui... Non, on va fermer, moi je vais juste fermer. Je peux peut-être faire du voxel. Comme ça, voilà. Tu fais des cubes partout, des cubes, c'est voilà. Tu peux faire le jeu Minecraft. Voilà, tu peux faire du Minecraft. Et voilà, ça s'arrête là. Et là... Voilà, donc c'est pas... Voilà, son boulot, c'est juste de dessiner du paramétrique et du surfacique, c'est-à-dire des pièces brutes que tu vas pouvoir exporter derrière. Pareil, il ne fera pas des efforts mécaniques. Tu ne peux pas lui faire des efforts de déformation dessus. Il ne saura pas le calculer. Il n'est pas fait pour ça. Tu peux, pareil, comme je disais, tu peux lui faire des animations. C'est joli, mais tu n'as pas d'export de format vidéo. Donc, j'ai pas compris l'utilité. Mais c'est un début, peut-être que ça va venir. Le végétal qui peut exporter. Voilà. Et il est assez puissant. Si vous avez déjà été sur Thingiverse, il y a des pièces paramétriques. Les pièces paramétriques, on dit on veut un engrenage, tant de temps, tel diamètre et autres, et il vous le calcule. C'est le moteur d'OpenSCAD qui est réutilisé derrière. D'où encore la force du libre, c'est qu'on peut réutiliser pour autre chose et faire des choses que n'auraient pas forcément pensé les développeurs. Donc voilà. Merci.